Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la force probante des modes de preuve. Et avant cela, il va falloir, dans un premier temps, faire des petits rappels pour savoir justement comment est-ce que les preuves peuvent être rapportées s'agissant des faits juridiques ou des actes juridiques. Une fois ceci expliqué, nous verrons ensuite dans un second temps la force probante des différents modes de preuve. Donc nous verrons, s'agissant de la force probante des actes sous seing privé ou des actes authentiques. Tout d'abord, donc, dans un premier temps, la force probante des modes de preuve. Vous avez la preuve des faits juridiques et la preuve des actes juridiques. Je rappelle qu'un acte juridique est un acte de volonté destiné à produire des effets de droit. Donc, acte de volonté destiné à produire des effets de droit, on peut parler très souvent d'actes bilatéraux ou multilatéraux, s'agissant notamment d'un contrat. Parce qu'il faut au minimum 2 personnes pour qu'il y ait un contrat, on ne peut pas conclure un contrat tout seul. Mais il y a également des actes juridiques unilatéraux qui peuvent produire des effets de droit, même si ce ne sont pas les plus nombreux. On peut prendre l'exemple d'un testament, où vous décidez de l'avenir de vos biens, de votre patrimoine, par-delà votre décès, puisque le testament produit effet à compter de votre mort. Peu importe quand est-ce que vous l'avez rédigé, si c'est votre dernier testament avant de mourir, et si, bien évidemment, vous n'avez pas de problème quant à la validité de ce testament, bah, très bien. Le testament produira ses effets. De même, la reconnaissance d'un enfant hors mariage. L'acte de reconnaissance d'un enfant hors mariage, selon, évidemment, les règles imposées par l'article 316 du Code civil, bah, vous décidez de l'avenir de votre enfant et de vous-même en établissant ce lien juridique qui va engendrer évidemment des engagements derrière, juste par une simple reconnaissance qui peut être faite à la mairie ou qui peut être faite chez le notaire, parce qu'il faut que ce soit fait par acte authentique. Mais c'est un acte juridique qui produit évidemment énormément d'effets de droit. Donc ça, ce sont les actes juridiques multilatéraux, bilatéraux, voire unilatéraux. Et à côté de cela, vous avez donc des faits juridiques, qui sont des faits qui sont destinés à produire des effets de droit, mais qui ne sont pas des actes de volonté. Donc la question se pose de savoir comment est-ce qu'on prouve l'existence, le contenu des faits juridiques, avant évidemment de nous interroger un peu plus longuement sur la question de la preuve des actes juridiques. Tout d'abord, donc si vous voulez bien, la preuve des faits juridiques. Nous nous retrouvons, s'agissant des faits juridiques, dans un système qui est le système de la liberté de la preuve, que l'on dénomme également parfois le système de la preuve morale. Le système de la preuve morale en raison de la grande latitude, de la grande liberté laissée au juge pour qu'il puisse forger sa conviction. Ça veut dire donc que nous admettons tous les modes de preuve dès l'instant où il n'y a pas eu de déloyauté pour obtenir cette preuve. Donc en principe, tant que la preuve n'a pas été obtenue de façon déloyale, n'importe quel mode de preuve peut être admis. Donc c'est ce qui figure à l'article 1358 de notre Code civil. Donc la preuve se fait par tout moyen s'agissant des faits juridiques. Alors pourquoi est-ce qu'on a le système de la liberté de la preuve s'agissant des faits juridiques? Tout simplement parce qu'à la différence des actes juridiques dont les effets ont été voulus par les parties en présence, les faits juridiques produisent des conséquences de droit que les intéressés n'ont pas forcément recherchées. Ce qui veut dire donc qu'il est quasiment impossible, voire très compliqué, de se préconstituer une preuve. Puisque ma volonté n'est pas intervenue, je ne peux pas à l'avance préparer une preuve. Donc cette liberté applicable aux faits juridiques s'applique notamment aux cas de responsabilité civile. Les cas de responsabilité civile, encore une fois, responsabilité civile, responsabilité du fait personnel, article 1240 du Code civil, en dehors de tout contrat. Dès que je cause un dommage à quelqu'un, par ma faute, je dois réparer le dommage que j'ai causé. Donc ça paraît logique. Les cas de responsabilité du fait des choses, où cette fois-ci la notion de faute est exclue du débat, comme en dispose l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, on est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde. Donc là-dessus, pas de difficulté, hein, il va falloir avoir donc la preuve par tout moyen pour démontrer que vous qui utilisiez une chose, vous avez causé un dommage à une personne, par l'intermédiaire de cette chose
ce qu'on appelle le rôle causal de la chose. La chose a été à l'origine du dommage. Ou bien une responsabilité du fait d'autrui lorsque les parents sont responsables du fait de leur enfant, lequel enfant mineur qui vit avec eux a causé un dommage. Donc si votre enfant mineur qui est sous votre autorité, l'autorité parentale, cause un dommage à quelqu'un, vous êtes responsable, et tout cela doit être prouvé, notamment le fait de l'enfant qui est à l'origine du dommage. Donc vous voyez, hein, ce sont quelques exemples de responsabilité civile où on voit qu'il y a la liberté de la preuve. De même pour les cas de quasi-contrat, comme la gestion d'affaires, comme l'enrichissement injustifié, où il faut bien évidemment à chaque fois apporter la preuve des éléments constitutifs, mais ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un acte juridique, donc évidemment la preuve est libre, bien entendu. Alors s'agissant même des actes juridiques, par exemple un contrat, lorsque vous êtes un tiers par rapport au contrat, vous êtes ce qu'on appelle donc un penitus extraneï, vous êtes à l'extérieur de ce contrat, pour ce qui vous concerne, vous, la preuve va être considérée comme étant une preuve qui est libre, puisque vous n'êtes pas partie au contrat. Donc vous ne pouviez pas vous préconstituer une preuve à l'avance, par un écrit. Donc vous êtes considéré comme un tiers, et ce qui est un acte juridique entre les co-contractants, entre A et B, acheteur et vendeur par exemple, bailleur et locataire par exemple, vous qui êtes extérieur, vous êtes considéré comme un tiers, donc cet acte juridique, pour ce qui vous concerne, est considéré comme un fait, bien évidemment juridique. Alors simplement, bien entendu, il va falloir, par rapport donc à cette liberté de la preuve, regarder ce qui est envisagé pour les actes juridiques. S'agissant des actes juridiques, on applique un autre système qui est le système de la preuve légale. Donc c'est-à-dire que la preuve ne peut être rapportée que par certains moyens. Donc c'est ce qui figure à l'article 1359 du Code civil, anciennement, avant la réforme de 2016, l'article 1341. Donc la preuve d'un acte juridique doit être rapportée par un mode de preuve parfait, et par exception, donc puisqu'il y a des exceptions, on peut apporter la preuve par tout moyen. Donc tout d'abord, la preuve doit être rapportée donc par un mode de preuve parfait. Alors, un mode de preuve parfait, précisons-le, il existe 3 modes de preuve parfaits. Donc, vous avez l'écrit, vous avez l'aveu judiciaire, vous avez le serment décisoire. Regardons l'écrit. Donc ici, on explique qu'il faut un écrit, et on admet même la production de l'original, voire de la copie, si c'est une copie fidèle et durable. L'article 1359, si je le détaille, dans le Code civil, nous dit l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, c'est 1500 €. L'acte juridique donc, dont le montant est supérieur à 1500 € doit être prouvé par un mode de preuve parfait, notamment un écrit. Et la deuxième règle, c'est que si on a un écrit, même si le montant est inférieur à 1500 €, la preuve contre l'écrit ou outre l'écrit, pour aller au-delà de ce qui est écrit, doit être rapportée par écrit aussi. Donc, si le montant est supérieur à 1500 €, de toute façon, la preuve ne peut être rapportée que par écrit, ou aveu judiciaire ou serment décisoire. Et même si le montant est inférieur à 1500 € et que nous disposons d'un écrit, la preuve contre et outre cet écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. C'est un moyen de bloquer l'adversaire. Quand pour un litige de 700 € vous fournissez un écrit, l'autre en face, votre adversaire, ne peut pas se réfugier derrière la règle « Ah, c'est moins de 1500 €, donc je peux me passer d'un écrit ». Non, j'ai produit un écrit. Donc si toi, tu veux aller à l'encontre de cet écrit, si tu veux compléter cet écrit, il faut que toi-même, tu fournisses un autre écrit. Donc, vous avez ensuite, si je lis le texte, la possibilité de fournir l'original. Et si vous n'avez plus l'original, donc vous fournissez donc un écrit fidèle et durable qui serait donc la copie. Donc ici, donc c'est pour ça qu'on parle de fiabilité et de durabilité de l'écrit pour pouvoir donc évidemment prouver l'existence et le contenu d'un acte juridique. Alors au même niveau, je vous rappelle, on met l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Rappelons l'aveu, donc à la suite de l'écrit, le petit 2 ici dans le grand A, l'aveu judiciaire. L'aveu consiste pour une personne à reconnaître pour vrai
de manière non équivoque un fait de nature à produire, donc un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre elle. Donc reconnaître pour vrai, de manière non équivoque, j'insiste, un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre elle. C'est ce qui figure à l'article 1383 du Code civil. 1383 du Code civil. Et on sait que la force probante varie selon que l'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. Or, ce qui nous intéresse, nous, ici, à ce stade, c'est la preuve parfaite. Donc c'est l'aveu judiciaire qui nous intéresse. L'aveu judiciaire intervient, comme l'adjectif le laisse supposer, au cours du procès devant le tribunal. Quel tribunal? Celui qui est chargé de trancher un litige. Donc cet aveu judiciaire peut être oral ou écrit. Il y a deux choses à retenir de l'aveu judiciaire. D'une part, l'aveu judiciaire est irrévocable. L'irrévocabilité de l'aveu judiciaire. Son auteur ne peut pas se rétracter au motif qu'il aurait changé d'avis ou il aurait commis une erreur. Parce qu'il n'a pas compris les conséquences de sa parole pour revenir sur son aveu. La révocation de l'aveu, en revanche, est possible en raison d'une erreur de fait, pas en raison d'une erreur de droit. Donc c'est la seule possibilité de révoquer un aveu judiciaire, c'est si on a commis une erreur de fait, article 1383-2 du Code civil. Deuxièmement, à côté du caractère irrévocable de l'aveu judiciaire, il faut retenir son caractère indivisible. L'aveu judiciaire est également indivisible. Il est impossible pour celui qui se prévaut de l'aveu judiciaire de faire un tri entre les éléments de l'aveu pour n'en choisir que certains. Ça, ce n'est pas possible. L'aveu judiciaire, donc, on le voit bien, a une force probante qui est très importante, puisque c'est une preuve parfaite. L'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait, article 1383-2. Fait foi contre celui qui l'a fait. Le juge est lié par l'aveu judiciaire, il s'impose au juge comme un écrit. Donc, c'est pour ça que c'est une preuve parfaite. À côté de cela, vous avez également le serment qu'on appelle le serment décisoire, qui est le troisième type de mode de preuve parfait pour les actes juridiques. Je vous rappelle que le serment, il faut déjà donner la définition, après l'écrit et l'aveu judiciaire. Le serment consiste dans une affirmation solennelle par un plaideur de la véracité d'un fait qui lui est favorable. Le plaideur va lever la main droite devant le tribunal et va dire « je le jure ». Je vous rappelle que si vous mentez, donc s'il y a un parjure, puisque c'est un faux serment, c'est un délit pénal, donc qui est réprimé. Donc le serment qui nous intéresse ici, c'est le serment décisoire parce qu'il emporte la décision. Donc le serment décisoire va décider de la solution du litige. Donc au terme de l'article 1384 du Code civil, le serment décisoire est celui qu'une partie défère à l'autre, donc article 1384, donc c'est celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Donc c'est le cas suivant, un plaideur ne parvient pas à prouver l'existence d'un fait et il défère le serment à son adversaire. Il lui demande de jurer que le fait est inexact. Il s'en remet donc à l'honnêteté. Est-ce que c'est bien raisonnable? Il s'en remet donc à l'honnêteté de son adversaire. Donc l'adversaire, rappelons-le, a plusieurs possibilités. Si l'adversaire prête serment, le fait d'avoir prêté serment, donc ça lui permet de remporter le procès. Deuxième possibilité, vous lui avez déféré le serment, donc il refuse de prêter serment. Son silence va être interprété contre lui, et donc il va perdre. Donc soit il prête serment et il gagne, votre adversaire, soit il refuse de prêter serment et il perd. Soit, troisième possibilité, celui à qui vous avez déféré le serment, donc votre adversaire, va référer le serment. Donc la balle est dans son camp, la partie de ping-pong donc fait que la balle repart de l'autre côté. Va lui dire, bon, vas-y, jure-toi de la véracité de ton propos.
Donc cette personne ne peut que, là pour le coup, soit jurer, donc lever la main, et dire donc bah oui, j'ai raison, et comme ça il gagne, soit il refuse et il perd. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans le serment décisoire, c'est pour ça que vous voyez, hein, donc le fait de prêter serment, de lever la main droite et de dire je le jure, ça permet de mettre tranquillement fin à toute procédure. À côté de cela, donc vous avez des exceptions. Donc il y a 4 exceptions, bien évidemment, où on n'exige plus ici un mode de preuve parfait, puisqu'avec ces 4 exceptions, la preuve peut se faire par tout moyen. Tout d'abord, première hypothèse, on en a déjà parlé, si le montant du litige est inférieur à 1 500 €. Si le montant du litige est inférieur à 1 500 €, la preuve peut se faire par tout moyen, sauf si un écrit a déjà été produit. Rappelons-le, c'est écrit dans l'article 1359, si un écrit a déjà été produit, même si le montant du litige est inférieur à 1 500 €, on ne peut prouver contre et outre un écrit qu'avec un autre écrit. Donc ça, c'est la petite exception, si je puis dire, où on a quand même besoin d'un écrit, même si le montant est inférieur à 1 500 €, mais partons du principe que ça pose pas de difficulté. Donc, quand c'est inférieur à 1 500 €, la preuve peut se faire par tout moyen, y compris par des témoignages. Ensuite, l'impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit. L'impossibilité de produire un écrit permet donc de prouver par tout moyen un acte juridique. C'est l'article 1360 du Code civil qu'il convient ici d'appliquer. L'impossibilité morale de se procurer un écrit est appréciée donc par les juges du fond. L'impossibilité morale, c'est reconnu lorsqu'il n'est pas d'usage entre les personnes d'établir un écrit, lorsqu'on est de la même famille, notamment parents et enfants, entre époux, en raison des liens de parenté donc, ou des liens d'affection, voire des rapports de confiance entre les parties. Donc ça s'apprécie. Quand on est parent et enfant, a priori, le juge est convaincu assez rapidement. Quand on est cousin, le juge peut regarder de plus près pour savoir s'il y avait vraiment une impossibilité morale de se procurer un écrit. Auquel cas, ben oui, s'il le reconnaît, la preuve peut se faire par tout moyen. Impossibilité matérielle, c'est notamment lorsque l'une des deux parties a du mal à écrire ou ne peut pas écrire, bien évidemment, notamment en raison d'une maladie. Donc dans ce genre de cas, oui, on peut admettre une preuve par tout moyen. Ensuite, troisièmement, le commencement de preuve par écrit. Le commencement de preuve par écrit qui est défini par le Code civil, à l'article 1362, il s'agit de tout écrit qui émane de celui qui conteste un acte, donc un écrit qui émane de celui qui conteste un acte, et qui rend vraisemblable ce qui a été allégué. Donc il faut que cela rende vraisemblable ce qui a été donc allégué. Donc ici, on voit bien quand on regarde le texte qu'il y a plusieurs éléments, évidemment, dans le texte. Donc il faut décortiquer le texte. Et quand on décortique l'article, vous voyez, il y a 3 conditions. Donc il faut tout d'abord qu'on soit en présence d'un écrit. Mais voyez, un écrit quelconque. Comme une lettre ou un écrit qui ne respecte pas les exigences légales. Et l'alinéa 2 nous dit que peuvent être considérés par le juge comme équivalents à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, ou son refus de répondre, ou son absence lors de sa comparution. Donc ça, c'est assimilé à un commencement de preuve par écrit. Deuxième condition, l'écrit, évidemment, comme d'habitude, doit émaner de l'adversaire. Donc on ne peut pas se constituer une preuve pour soi-même sans que l'adversaire ne l'ait signé. Il faut que l'écrit émane de l'adversaire pour qu'on puisse l'opposer à l'adversaire. Donc il faut que cela provienne du défendeur, si je puis dire. Donc si c'est vous-même qui avez rédigé le texte, ça ne peut pas être un commencement de preuve par écrit. Enfin, il faut que ce soit un écrit qui rende vraisemblable ce que vous alléguez, ce que vous avancez. Cet élément est soumis, là encore, à l'appréciation du juge. Encore une fois,
On rappelle que le commencement de preuve par écrit ne fait pas pleinement preuve de l'acte juridique. Ce commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments de preuve qu'on appelle des éléments de preuve extrinsèques, extérieurs à l'acte. Donc ces éléments extrinsèques, ça peut être des témoignages, par exemple. Ça peut être des présomptions, des choses qui sont extérieures. Donc on a besoin de preuves complémentaires pour que le juge puisse être convaincu. Enfin, quatrièmement, vous avez l'article L110-3 du Code de commerce. Quatrième exception ici, où on peut donc apporter la preuve par tout moyen. Il s'agit d'un texte qui vous dit donc que la preuve est libre pour les actes de commerce, mais contre un commerçant. Donc il faut se méfier, hein. Donc c'est vrai, jusqu'en 1980, la preuve était libre pour les actes de commerce. Et ça s'arrêtait là. Cela fait quand même 45 ans, donc ils vont arrêter de se tromper, comme on peut le lire parfois encore dans certains livres. Donc il faut se méfier. Oui, la preuve est libre pour un acte de commerce contre un commerçant. Donc le cas qu'on peut envisager, c'est le cas de l'acte mixte. Vous voyez, d'un côté j'ai un commerçant, de l'autre côté j'ai un non-commerçant. Prenez le cas du consommateur par exemple. Un contrat de vente conclu entre un commerçant qui vend un objet et que le consommateur achète. Quand il s'agit du consommateur qui attaque le commerçant, la preuve du contrat de vente et de son contenu est libre, parce qu'il s'agit de prouver l'existence d'un acte de commerce contre un commerçant. Le consommateur attaque le commerçant, donc il s'agit de la preuve contre un commerçant, donc la preuve est libre. En revanche, dans cet acte mixte, dans l'autre sens, quand il s'agit du commerçant qui attaque le consommateur, donc quand le commerçant attaque le consommateur en justice, par exemple, la preuve n'est pas libre, parce qu'il s'agit certes de la preuve d'un acte de commerce, c'est vrai, mais contre un consommateur, donc contre un non-commerçant. Et la preuve d'un acte de commerce contre un non-commerçant n'est pas libre. Il peut être libre parce qu'il y a une impossibilité morale. Il peut être libre parce que l'objet du litige est inférieur à 1 500 €. En revanche, si l'objet du litige est supérieur à 1 500 € et que le commerçant et le consommateur ne sont pas de la même famille, la preuve n'est pas libre quand c'est le commerçant qui attaque le consommateur. Donc il faut faire attention dans ces rapports mixtes pour savoir qui attaque qui demande quoi à qui. Donc il faut être précis sur ces points-là. Enfin, comme cinquième exception, si je puis dire, il y avait 4 exceptions possibles. Si je puis dire, on peut dire c'est 4 plus 1. 4 plus 1, parce que cette fois-ci, ce n'est pas prévu par les textes. C'est quelque chose que les parties prévoient. C'est dans ce sens-là que je dis que ce n'est pas prévu par les textes, parce que les parties décident de manière conventionnelle des modes de preuve. Parce que l'article 1359 qui vous dit qu'il faut un mode de preuve parfait pour un acte juridique, ce texte n'est pas d'ordre public. Puisque ce texte n'est pas d'ordre public, les parties peuvent y renoncer, contractuellement. Elles peuvent donc décider d'écarter l'exigence de l'écrit pour leur contrat. Par exemple, un document qui n'est pas signé, ils peuvent lui accorder une valeur probatoire, parce que les deux parties se sont mis d'accord. Normalement, ça n'a pas de valeur probatoire, parce qu'il faut qu'elle soit complétée, mais on décide qu'elle a une valeur probatoire. Les parties en ont décidé ainsi. Et donc, de même, on peut donner une valeur probatoire à un acte qui émane de l'une des parties. Alors que normalement, la preuve doit émaner de l'adversaire. Vous voyez, l'article 1363 qui dit on ne peut pas se constituer de preuve à soi-même, vous décidez d'aller en l'encontre de cette règle conventionnellement. Donc c'est admis. Donc il s'agit de la liberté contractuelle qui, là, trouve une traduction en matière probatoire. Et donc cela figure à l'article 1356 du Code civil. C'est la jurisprudence qui l'avait admise, et puis là, ça figure dans un texte. Évidemment, ça doit porter sur des droits dont vous avez la libre disposition, c'est-à-dire des droits qui vous appartiennent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Si une présomption légale est considérée comme étant irréfragable, vous ne pouvez pas, d'un commun accord, décider que vous pouvez aller à l'encontre de la présomption. Parce que vous n'avez pas la libre disposition de ce droit. C'est la loi qui en a décidé ainsi. La loi décide donc de cette règle, et donc évidemment,
On peut s'arrêter sur ce point, bien entendu. On ne peut pas non plus établir des présomptions irréfragables au profit d'une partie. Ça, ce n'est pas acceptable non plus. Vous n'avez pas le droit de décider que vous établirez donc là-dessus donc une présomption irréfragable. Donc ça ne marche pas de cette façon-là. Donc on ne va pas à l'encontre des présomptions irréfragables au plan légal. On ne va pas non plus créer des présomptions légales de façon donc irréfragable. Vous ne pouvez pas en créer. Vous ne pouvez pas contrer ce que la loi a mis en place et vous ne pouvez pas en créer non plus au profit de l'une des parties. Voici donc les modes de preuve tels qu'ils peuvent exister dans notre système juridique. Voici donc les éléments dont je voulais vous parler par rapport donc à cette force qu'on accorde à ces différents modes de preuve. Je vous remercie d'avoir bien voulu suivre cette vidéo et on se retrouve donc évidemment bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.